Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite plongée dans la poésie amazigh. Ah oui, un domaine vraiment très riche, plein d'images et d'émotions. Oui, on a quelques extraits, des analyses. Notre but, c'est un peu de capter ensemble la profondeur, la diversité de cette poésie. C'est un beau voyage, oui. Ces textes, ils montrent bien comment des thèmes universels, hein, l'amour, la perte, les croyances, le social, Hmm, hmm. comment tout ça est abordé avec une sensibilité et des métaphores très propres à cette culture. Alors, justement, commençons par une image qui m'a marqué. Je t'écoute. Celle d'un poète qui compare une femme à deux grappes de raisin, suspendues. Ah, les grappes de raisin, oui, je vois. Il dit Mon œil, deux grappes de raisin s'offrent à toi. Je ne sais par Dieu lequel je vais choisir. C'est simple en apparence, non? Bah oui, mais c'est ça qui est fort, C'est l'art d'utiliser le familier, le naturel, quoi. pour dire des choses compliquées. Exactement. Pour exprimer des sentiments comme le désir, bien sûr, mais aussi l'hésitation, cette tension face au choix. C'est très fin. Et ce lien à la nature, on le retrouve ailleurs, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Par exemple, dans le rapport aux croyances. Comme cette légende de l'oiseau Tibishkesht, Hmm. ce bruant, c'est ça? C'est ça le bruant, considéré comme sacré. La légende dit qu'il aurait aidé le prophète. Incroyable. Et ça va jusque dans les comptines pour enfants? Oui, oui, il y a une comptine où l'oiseau est lié à Halima, la nourrice du prophète, avec des promesses de récompense. Ça montre bien comment le sacré, le légendaire, le quotidien, tout s'entremêle. C'est fascinant, cette fusion. Mais la poésie, elle aborde aussi des choses plus dures, non? La douleur, l'abandon. Absolument. Elle n'hésite pas à explorer ces zones sombres. Il y a ce poème d'une femme euh, abandonnée depuis 2 ans. Ah oui, celui-là est ouf! L'intensité est folle. Quand elle dit Je pleurerai jusqu'à faire fondre en larmes pierre des montagnes. Oui, Je verserai des larmes à faire tomber cils des yeux. L'image est presque violente tellement elle est forte. c'est une hyperbole incroyable, oui. On ressent la détresse physique presque. Et elle veut envoyer un message par une colombe. Voilà. C'est un motif assez classique, la colombe messagère, mais là, ça prend une couleur de dernier espoir, peut-être, dans une solitude immense. Et cette détresse personnelle, elle fait écho aussi à des épreuves plus collectives. Je pense au texte sur l'immigration. Exactement. La poésie devient alors un miroir des réalités sociales. Les poèmes rapportés par Cherut Aliel Mergadi sur l'immigration des jeunes, Oui, ils sont un très bon exemple. Ça devient presque un débat, en fait, à travers la poésie. un débat. C'est-à-dire, on entend la voix du jeune, tu vois, qui est prêt à tout risquer. Hmm. Soit je deviens riche ou je serai le repas des poissons. C'est cru. Ah oui, quand même. Et puis face à ça, une autre voix, plus critique, qui dit en substance Mais la richesse, elle est ici. Il la refuse. C'est fort de voir la poésie comme ça, comme un espace de confrontation des points de vue. Tout à fait. Et il y a même une perspective qui justifie le départ comme un effort sacré, presque une fuite obligée, face à l'impuissance, face à ce qui se passe localement. Cette intensité, qu'elle soit sociale ou personnelle, elle peut mener loin. Les textes parlent même d'hallucination amoureuse. Oui, c'est ça. L'amour est tellement puissant qu'il déforme la réalité perçue. C'est fou comme l'émotion peut redessiner le monde autour de soi, voir l'autre dans les arbres, Dans les chaînes, au crépuscule, oui, ou étreindre le vent. étreindre le vent en pensant que c'est la personne aimée, Voilà. ou prendre le bruit du vent dans la porte pour un appel de l'autre, c'est très puissant. Jusqu'au moment de lucidité un peu triste, non? Quand le poète réalise Exactement. Quand je me réveillais, je me rendis compte que j'étreignais le vide. Et là, il ajoute Songe, ris-toi de moi, c'est que je ne suis pas mature. Il y a une forme d'autodérision là. Oui, touchante. C'est une exploration très humaine, très honnête de cet état amoureux qui peut nous submerger. Et même la structure de ces poèmes, elle est pensée, réfléchie. Il y a des formules de transition. Oui, dans la poésie chantée surtout. Des petites phrases types comme Ajat Smuti Rawal, Ce qui veut dire laisse-moi changer de discours, ou Aj an bet delawal, laisse-moi changer de discours, entamons-en un second. Ça sert à marquer les passages entre le préambule et le corps du poème, par exemple. Donc même dans une tradition orale, il y a une conscience dans la forme. Absolument. Une conscience de l'art poétique lui-même. Bon, eh bien, ce petit parcours nous a quand même donné un bel aperçu, je trouve. Oui, vraiment. Ce qui ressort pour moi, c'est cette capacité incroyable de la poésie amazigh à, à tisser ensemble le quotidien le plus concret, le raisin, l'oiseau, le vent, et puis les émotions, les déchirements les plus profonds. Qu'ils soient intimes ou sociaux, Exactement. Ça témoigne d'une vision du monde où tout est lié, en fait. Et avec des images d'une force.
Remarquable. Oui, et d'une beauté saisissante. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être, une question soulevée dans les textes d'ailleurs, sur la sauvegarde de ce patrimoine. Hmm. Comment est-ce qu'une tradition poétique comme celle-ci, si vivante, si liée à l'oralité, à des contextes bien précis, comment peut-elle continuer à vivre, à se transmettre aujourd'hui? C'est toute la question, oui. La transmission dans le monde actuel. Préserver ces mots, ces images, ce n'est pas juste préserver des textes, finalement. C'est peut-être préserver une manière de voir le monde, de le ressentir, non? Tout à fait. Une sensibilité, une vision singulière. Voilà, une bonne piste de réflexion pour continuer à explorer peut-être.